Okay, good morning, good afternoon, and good evening. On behalf of the International Food Policy Research Institute, Cornell University, and the International Institute for Sustainable Development, I would like to welcome you all here today for the launch of Series 2030, Sustainable Solutions to End Hunger. We're finally here. Thank you for being part of this journey with us for the past 3 years. I'm Karen Smaller. Our launch event today is happening in French and in English. So I would just encourage those of you who are looking for the language of your choice to go down to the bottom screen and click on the interpretation feature and select your language. Pour ceux qui sont là et qui sont francophones, l'événement est en anglais et en français et vous pouvez regarder en bas sur le bouton interprétation pour choisir votre langue de préférence. If you are joining by phone, you will not be able to access the interpretation button. So you need to be either on a tablet or a computer to access the interpretation. For those of you who don't know us or who were not able to join the session this morning hosted by BMZ, we are a research project designed to support the United Nations Agenda 2030, particularly SDG 2. We focused on 2 questions. What are the most effective ways to end hunger, increase the incomes of poor farmers, while at the same time protecting the climate? And second, what would it cost? The project involved a global network of 84 researchers from 25 countries who reviewed more than 100,000 papers and ran a model with hundreds of thousands of equations to answer these 2 questions. We were guided by a board of 20 leading food and agriculture experts, and we were privileged enough to partner with the science journal Nature to publish our findings. We used artificial intelligence to scan 500,000 articles from the past 20 years of agricultural development literature. And then we worked in 8 research teams to synthesize the evidence into publishable papers. And finally, we integrated the findings into a sophisticated economic model to estimate the costs. We grouped our findings in 3 buckets. So what you have in front of you are the results of our efforts. So 3 publications. On the left side, the Nature research collection. In the middle, our economic model. And on the right side, a summary of all the findings together. As I was saying, we grouped our findings in 3 big buckets. And we did this because these buckets enabled us to see our solutions as a portfolio of interventions that constantly interact and reinforce each other, rather than looking at single solutions. I want to just help you visualize it in a not so sophisticated way. So our 3 buckets of interventions. 1 is interventions on the farm to improve productivity and incomes. 2 is investments to improve storage and the services that farmers need to move food to markets. And 3, we discovered that if we want all of this to work, that we need to empower the excluded by ensuring every person's right to an education, a decent livelihood, and a political voice.
In the session today, we will have a question and answer session, but please feel free to keep asking your questions in the chat box at the bottom as the presentations are going. And if you would like to ask a question to our panelists, we ask you to raise your hand. So you'll have the option both of typing your questions in the chat box and raising your hands. I will leave us the possibility to go over about 10 to 15 minutes if we get a lot of questions. I'm thrilled to be here with my two other co-directors, Jaron Porciello from Cornell University and David Laborde from IFPRI. I'm also thrilled to be here with one of our lead authors, Eugénie Maïga from the Norbert Zongo University. Welcome. But I also want to, I'm not going to mention the names of all our 84 researchers, but I do want to recognize a core team of people who have been working tirelessly night and day for the last month, and who, without them, this project would not have been possible. And this is the core Ceres 2030 team. So I want to just do a brief shout out to Sophia M., Marie, Kiran, Livia, Marley, Sophia B., John, and Amy. Thank you for all the work that you guys have been doing behind the scenes for the past 3 years. Now back to our panelists. So David Laborde, he is our modeler. He doesn't know how to meet a deadline. He doesn't own a telephone, and he does not read his emails. But I wouldn't change him for anything in the world. He's one of the most smartest, thoughtful, provocative, and deepest thinkers that I have ever met. And I feel privileged and humbled to have been able to learn from him these past 3 years. Jaron. Jaron is our data scientist. She does AI, machine learning, evidence synthesis, and Prisma P protocols. I had never heard of any of these words before I met Jaron, let alone understood what they meant. So you can imagine that this collaboration has certainly tested the limits of uniting science with policy. But I am in awe at how she has single-handedly been able to get one of the most prestigious scientific journals to believe in our project and to convince them to publish this magnificent collection of evidence on SDG 2 as open access. Eugénie, we don't know each other so well, but you were one of 7 women who has been our lead authors. You led the paper that deals with one of the themes that's closest to my heart, which is about ending exclusion. And specifically, you've looked at youth employment and how interventions can help young people improve their economic opportunities. Importantly, the articles that your group reviewed enabled us to actually find some cost parameters and integrate it into the modeling work that David was doing. I stop now and hand over the floor to Jaron. Thank you, Karen, for such a wonderful and warm introduction. And it is an absolute thrill to be here, launching our project today to the global community. So hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. I'm Jaron Porciello, as Karen mentioned, one of the 3 co-directors of Ceres 2030, and I'm based at Cornell University. Next slide, please.
We wanted to understand the impact and the cost of interventions on the lives of more than 500 million family-run farms around the world, most of them small and mid-sized, each designed to feed a family, support some livestock, and when the season has been good, sell produce at a local market. And when farmers make a little profit along the way, they use it to invest in bettering their farms, sending their children to school, and thereby seeding the structural transformation, the nourishment of their economies. And we considered all of these needs when we worked with our global advisory group of experts to consider where to focus our research efforts. Because we know a portfolio of interventions that is focused on multiple outcomes can have greater impact on the lives of small-scale producers than when interventions are presented in isolation. First, we had to face a significant challenge in our work, one that's been highlighted by groups such as the UN High-Level Political Forum in an assessment of Sustainable Development Goal number 2 in 2017. They reported there is a dearth of evidence and data for Sustainable Development Goal 2, and especially meaningful ways to improve small-scale producers' income without damaging the environment. Next slide, please. We turn to machine learning to help us quickly synthesize data from more than 60 databases of agency, NGO, and peer review literature. We built a machine learning model that cared about the things that we care about: people, places, and interventions. It didn't matter to us if the data was qualitative, quantitative, mixed methods, but it had to be original data about the things that we cared about. And the machine looked at more than 500,000 articles and later 100,000 articles with our expert researchers like Eugenie. In the end, both the model and the experts agreed that only 2,000 of these studies were relevant for our research. This saved us significant time. We produced and published our results under peer review with our partners at Nature Research in just over 1 year, despite the delays introduced by COVID. And what I'd like to emphasize here is one simple thing. We pay a price for research inefficiencies, and that price is time. Machine learning and AI help save us time. And these tools help us as scientists and researchers play our part when we want to partner with policymakers. And so these 2,000 studies are the foundation of our research. And I'd like to present a snapshot of how our categories, the buckets that Karen mentioned, our interventions, and the cost model all work together. I'll begin with our findings from On the Farm. We present 10 recommendations across all 3 of our categories of On the Farm, Food on the Move, and the ability to empower the excluded. And these recommendations are designed to help donors and governments, in particular, focus on how the evidence and the cost modeling come together. And here I present a recommendation from one of the On the Farm interventions based on the paper from Nature Plants and led by Dr. Maricelis Acevedo at Cornell. The title of the paper is Scoping Review of Adoption of Climate Resilient Crops by Small-Scale Producers in Low and Middle-Income Countries. So the research team investigated how climate resilient crops could help farmers adapt to steadily changing climates. As we know, extreme weather is happening more frequently, and farmers need to be equipped with tools to adapt. Yet the availability of incredible technologies that address drought and pest and disease, the adoption of these technologies is much lower than expected. And the team discovered that in half of all of the papers that they examined that were published by different authors, different years, and different publications, one of the primary facilitators for successful adoption of climate resilient crops was training and extension services. They also found that the adoption of this technology was almost always accompanied by a practice change. And so one of the recommendations that we can put forward to help donors and governments with the adoption of climate resilient crops is to invest in training and extension services. Next slide, please. Here we look at Food on the Move,
and I'll highlight a scoping review of market links between value chain actors and small-scale producers in developing regions. This paper was led by Dr. Saveda Liverpool-Tassi at Michigan State University and published in Nature Sustainability. So this team set out to investigate market interactions between small farmers and value chain actors, such as processors, traders, and logistics firms. In particular, they looked at non-contract interactions, because non-contract interactions constitute the majority of interactions that farmers have in the market. And a major finding of this paper is that when small and medium value chain actors provide additional services that are beyond the core activities that they advertise, it is correlated with technology adoption and higher productivity among farmers. And these informal services are more accessible to small-scale producers than formal contract arrangements. And so investments in infrastructure, regulations, services, and technical assistance can drive inclusive growth as part of food systems transformation. Next slide, please. And here we have our category to focus on empowering the excluded. And we will hear from Dr. Eugenie Mejia in just a moment about this. Next slide, please. And so I wish I had time to go through all of the papers in detail today, but I have something actually much better for you. Rather than listening to me go through all of the papers, please join us for a session with our publishing partner, Nature Research, on the 22nd of October with all of the authors of the papers, as well as some other guests who will join us to discuss the research. Next slide, please. So where I want to conclude before I hand it over to my colleagues is to say that one of the advantages of conducting 8 simultaneous syntheses at one time is not lack of stress, but it is in fact that we can capture a lot of the gaps, not only within each discrete area of research, as the authors have done and showcase in each and every paper, but we can capture important data about the extent of our gaps much more clearly across the entire spectrum of agricultural research. And what we know are things like we lack gender-focused research. And while there's been increased attention from the international community, gender data is not yet coming through in the research. Only 10% of the studies that we looked at had gender as an outcome. And we recommend an increase in training programs and tools that will support researchers in order to be able to conduct and collect sex disaggregated data. We also find that most research papers do not include data about the costs of interventions, and this is a crucial element for decision-making. I've been fortunate enough to learn from my colleagues, David and Karen, over the past few years, how important it is that policymakers have both the evidence and the costs in order to be able to drive forward policy relevant research. David will speak about this soon. And finally, I want to emphasize that we have data scarcity in most of our target geographies. And while we know what we have is not enough, there are encouraging signs that we are seeing more research, particularly more research in sub-Saharan Africa. And so with an increase in more research, we can be able to have more ineffective interventions in the regions of the world where people are the hungriest. So thank you very much. I'll conclude my remarks here, and I'm very pleased to hand it over to my colleague and my friend, Dr. Eugenie Mejia, to talk to us about her findings from youth employment. Thank you. Merci, Sharon. I'll be making my presentation in French. So those who can check on the interpreter button and follow it should do that. So thank you. Bonjour à tous et merci d'être là ce matin pour suivre cette présentation qui porte sur les effets des programmes de développement des compétences des jeunes en termes donc agricoles qui leur permettront de s'insérer dans ce secteur. Eugénie, désolée, oui, mais on t'entend mal. Je te propose, sauf si Kiran a d'autres avis, que tu coupes le micro, le vidéo, pour voir si le son est mieux. D'accord.
Allez-y, Eugénie. Bonjour à tous et merci d'être là pour cette présentation. Vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. D'accord. Donc, merci de votre participation à cette présentation qui porte sur les effets des programmes de développement des compétences des jeunes dans le secteur agricole en vue de leur insertion en termes d'emploi dans ce secteur dans les pays à revenus faibles et moyens. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous parlons des jeunes parce que nous savons qu'il y a une explosion démographique au niveau de la jeunesse dans les pays en développement. Et donc, les jeunes ont reçu une attention particulière donc, ces dernières années en termes donc, de la question de l'emploi des jeunes. Mais qu'est-ce qui existe en termes donc, de preuves scientifiques sur cette question de l'emploi des jeunes? Nous nous sommes posé donc la question de savoir quels sont les effets donc, des programmes d'intervention visant donc, à augmenter les compétences des jeunes en vue de leur insertion dans le secteur agricole, sur leur capacité à s'insérer dans ce secteur en termes d'emploi stable, afin de mieux donc, guider les décisions des décideurs politiques et de tous ceux qui soutiennent donc, les investissements dans la jeunesse, donc les bailleurs de fonds. Et nous avons défini donc comme jeune toute personne ayant donc ayant un âge compris entre 15 et 40 ans. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, considérant donc cette fourchette, nous avons essayé donc de voir en termes d'intervention, des interventions donc qui portent sur les cours qui sont donnés des modules donc en agriculture dans le système éducatif au niveau du secondaire et du supérieur. Nous avons aussi jeté un regard donc sur la formation de ceux qui travaillent déjà dans le secteur agricole, la formation continue, la formation technique et professionnelle, mais aussi donc les formations en des compétences connexes telles que l'entrepreneuriat et la littératie financière. En termes donc de résultats d'intérêt, ce sont donc les nombres d'emplois créés qui nous ont intéressés, donc les nombres d'emplois créés à l'issue de la formation reçue. Est-ce que ces gens arrivent à s'insérer dans le secteur agricole, dans des emplois stables, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat, la provision donc de services de vulgarisation agricole, la provision aussi, donc les changements aussi en termes de revenus et de profits générés des activités qui sont ici donc qui sont développées à l'issue des formations reçues, et aussi donc la productivité donc des fermes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en termes de résultats, ce que nous trouvons comme résultat majeur, c'est que les formations qui permettent donc de fournir des modules dans plusieurs types de compétences, comme les compétences sur la production agricole, les compétences sur la littératie financière, les compétences d'utilisation donc des technologies de l'information et de la communication. Ce type de programme donc semble être le plus prometteur. Et en guise d'exemple, nous avons donc un article qui a proposé donc les résultats d'une campagne radiophonique qui a porté sur l'adoption de la culture de la patate douce à chair orangée dans 4 pays, le Ghana, le Burkina Faso, la Tanzanie et l'Ouganda. Et en guise d'exemple, donc, il y a à peu près 60% de taux d'adoption pour ceux qui ont suivi cette campagne radiophonique visant à augmenter l'adoption de cette nouvelle culture, contre seulement 7% pour ceux qui n'ont pas écouté, donc n'ont pas bénéficié du programme de radiophonique. Donc, au Ghana, il y a eu donc cette grande différence entre le taux d'adoption de ceux qui ont participé au programme et ceux qui n'ont pas pu y participer. Diapo suivante, please. Nous avons aussi un autre exemple où la combinaison donc de compétences multiples a porté fruit. Il s'agit donc d'une campagne d'information qui a été donc proposée pour cibler les jeunes qui sont dans l'éducation secondaire aux Philippines, afin de les aider à soutenir leurs parents pour faire des recherches en ligne, pour texter et demander des informations à des centres d'information sur certains aspects de la culture du riz donc, dans ce pays. Et à l'issue, donc, les jeunes agissaient donc un peu comme des services de vulgarisation, mais en utilisant donc les technologies de l'information et de la communication. Et ces jeunes-là, donc, à l'issue de cette formation, de la participation à ce programme, environ 68% ont décidé donc on déclarait que dans le futur, ils aimeraient rester, en tout cas travailler dans le secteur agricole, après avoir donc été bénéficiaires de ce programme. Diapo suivante, please.
Donc, vraiment, nous avons trouvé en termes de résultats, donc la formation professionnelle peut donner en tout cas beaucoup d'informations. Diapo suivante, merci. Donc, là, il y a beaucoup d'informations, mais il y a aussi des gaps majeurs que nous avons trouvés donc, dans la littérature, parce que seulement 16 études nous ont permis d'arriver à nos conclusions, et ces études se sont basées sur diverses méthodes, comme Jaron l'avait mentionné, des méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes. Et ce sont donc seulement 16 études qui pouvaient nous permettre de répondre à notre question de recherche. Donc, cela traduit un manque chronique d'évaluation de l'efficacité des interventions. Il y a aussi le manque de désagrégation des résultats en termes donc, selon le genre. Donc, c'est rarement effectué. Et les jeunes sont rarement ciblés, uniquement donc les jeunes ciblés comme ou évalués en tant que cible prioritaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce que nous pouvons recommander à l'issue de notre recherche, c'est que les investissements soient plus dirigés vers les programmes de formation pratique, donc de formation professionnelle, qui permettent donc d'acquérir des compétences multiples, aussi bien donc spécifiques à l'agriculture que des compétences connexes qui vont permettre donc de pouvoir travailler à insérer les jeunes dans le secteur agricole. Il faut aussi une évaluation plus rigoureuse des programmes qui sont financés, et ainsi que l'estimation donc des retours sur investissement des programmes de développement des compétences relatives au secteur agricole, afin de mieux justifier donc les requêtes d'augmentation donc de financement en faveur de ce type d'intervention visant à fournir des compétences aux jeunes afin de leur fournir des emplois stables dans le secteur agricole. Donc, je suis au terme de ma présentation parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, diapo suivante. Je vous remercie en Moré, Ibarka, Angela, Aniche, et enfin en anglais. Thank you for your kind attention. Merci. Merci Eugénie. David, à toi. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais en profiter pour remercier Karine pour ses mots d'introduction et aussi la complimenter sur le fait que si nous sommes tous aujourd'hui ici, c'est grâce à elle, depuis l'origine de ce projet. Et bien sûr, la collaboration avec Jaron, avec les chercheurs comme Eugénie, ont été vraiment une source d'inspiration constante. Alors, je vais revenir sur les questions que nous avons abordées et je vais les illustrer par les quelques nombres. Mais l'idée essentielle qui doit nous animer, en tout cas qui devrait nous animer quand on s'intéresse à cette question et suivre ma présentation, c'est comment on va armer les exclus, ceux qui ont faim, dans cette guerre contre la faim et la pauvreté, parce que c'est eux qui vont la mener. Et même s'ils ont besoin d'une aide extérieure, nous ne sommes pas forcément les acteurs premiers. Et comme dans toute guerre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, je vais m'intéresser en particulier au coût de cette guerre. Et le slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, si vous avez suivi les discussions depuis ce matin, nous parlons donc de 14 milliards. 14 milliards, c'est le coût financier annuel supplémentaire dans la décennie à venir pour atteindre ce second objectif de développement durable, en tout cas pour une bonne partie. Mais ce nombre en lui-même ne signifie pas grand-chose. Et au-delà de la quantité de ressources, c'est la qualité des ressources qui est importante. Et nous allons essayer de répondre à 6 questions. Hein. Qui doit bénéficier de cet argent? Pourquoi nous l'utilisons? Comment nous avons obtenu ces chiffres? Que allons-nous faire avec cet argent? Quand allons-nous le dépenser et où? Et donc, nous allons voir ensemble ces différents éléments. Et bien sûr, comme il a été aussi discuté, ces 14 milliards d'investissements extérieurs seront combinés à des dépenses nationales. Écran suivant, s'il vous plaît. Alors, je réponds très brièvement à la question du qui. On l'a déjà abordé. Hein. Je les ai appelés les exclus. C'est ceux qui ont faim de manière chronique, ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, et en particulier les exploitants agricoles. Mais la question du qui nous amène directement au pourquoi. Eh bien, dans la décennie à venir, la croissance économique va aider à réduire la pauvreté et la faim, mais de manière insuffisante.
y compris ou en particulier pour les agriculteurs, comme vous le voyez à l'écran. Et malheureusement, à cause du Covid, nous avons déjà une augmentation dans la partie présente, mais nous allons récupérer de cela. Mais malgré tout, en 2030, nous aurons au moins 660 millions de personnes mal nourries, 430 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, et plus de la moitié seront concentrées en Afrique. Et ça aussi, nous devons le garder en tête. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, comment nous arrivons à ce type de chiffre? Donc, nous utilisons un modèle. Et la première chose, le premier ingrédient, c'est les objectifs. Et on va en avoir 3, c'est-à-dire réduire cette faim chronique en matière calorique, augmenter le revenu des petits producteurs et donc leur productivité économique, et faire tout cela d'une manière soutenable, durable, en particulier de l'aspect environnemental. Mais on veut aussi être capable de représenter le monde dans sa complexité, comment les agents économiques prennent des décisions, producteurs, consommateurs, États, parce que nous n'avons pas une baguette magique qui vont les forcer à faire certaines décisions, ils doivent les faire pour eux-mêmes. Et la simple chose qui peut être faite, c'est dépenser de l'argent public pour changer les incitations, pour jouer ce rôle de catalyste. Et on va le faire à travers 3 catégories d'instruments, 3 types d'interventions qui vous ont déjà été présentées. Certaines sont vraiment pour changer les atouts des agents, d'autres pour investir sur les fermes ou pour faciliter l'accès au marché. Et bien sûr, nous nourrissons ce modèle avec des données macroéconomiques, parce qu'il y a des contraintes financières internationales et nationales, des données sectorielles. Est-ce qu'on produit suffisamment d'intrants pour le secteur agricole? Est-ce qu'on a suffisamment de débouchés? Que fait le secteur agricole? Mais peut-être le plus important dans ce projet, c'est des données sur les ménages, les personnes. Comprendre leurs problèmes, leurs dynamiques, parce que chacun sera exposé en matière de revenus insuffisants ou de faim à une liste de problèmes qu'il devra surmonter en fonction de la taille de sa famille, de son genre, de son éducation. Certaines personnes qui ont faim aujourd'hui peuvent être des personnes âgées qui ont un petit lot de terre, mais qui ne deviendront jamais des acteurs productifs majeurs. Donc, vouloir les former pour devenir très productifs, ce n'est pas la meilleure solution. Et à l'inverse, vous avez des jeunes qui sont potentiellement intéressés dans l'agriculture, mais qui ne resteront dans l'agriculture que si elle est profitable. Donc, écran suivant, s'il vous plaît. Alors, nous avons répondu au comment. Alors, que faisons-nous avec cet argent? Eh bien, on l'alloue dans 14 interventions, 14 types d'interventions publiques. On ne va pas rentrer dans tous les détails, nous en représentons certaines à l'écran là, et vous voyez que ces 14 milliards par an, on les répartit en 9 milliards sur les actions au niveau vraiment de la production, ce qu'on a appelé sur les fermes, 3 milliards sur les programmes sociaux et augmenter le capital humain, et 2 milliards sur les accès au marché. Simplement, je veux préciser qu'il ne s'agit pas d'un document qui va mener cette guerre de manière tactique. Chaque pays a ses propres choix à faire en fonction de ses expériences récentes, des investissements passés, mais c'est vraiment un guide stratégique et bien sûr, nous avons des résultats au niveau pays. Mais au-delà de ces interventions et des montants associés à chacune d'entre elles, ce qui est très important, c'est comment elles interagissent. Et vous voyez à l'écran que si je prends le cas de ce dont Eugénie a parlé, c'est-à-dire faire de la formation professionnelle, et c'est au sens large, hein, parce qu'un agriculteur, c'est aussi un entrepreneur. Maintenant, il sera beaucoup plus apte ou elle sera beaucoup plus apte à absorber les efforts et les innovations qui viennent de la recherche et développement. Mais si derrière, vous l'avez rendu ou vous le rendez plus productif, avec plus de savoir, mais qu'elle n'obtient pas un bon prix pour sa production, elle peut très bien, ou il peut très bien, ne pas vouloir rester dans l'agriculture. Et donc, sans un bon accès au marché, les efforts d'investissement en formation professionnelle vont devenir caduques ou en tout cas beaucoup moins efficaces. Donc vraiment, c'est cette combinaison qui va être essentielle. Écran suivant, s'il vous plaît. Alors, quand est-ce qu'on doit investir? La réponse, ça serait potentiellement le plus tôt possible. Là, vous voyez un graphique qui vous montre l'évolution temporelle, le profil temporel de cet investissement extérieur.
Mais bien sûr, le modèle en lui-même, on lui impose une contrainte d'absorption, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain et multiplier par 2 ou 3 certains investissements. Il y a un temps de chauffe, mais d'ici les 3 ans, pour atteindre l'objectif en 2030 et que le coût n'explose pas en fin de période, il faut pouvoir doubler l'aide extérieure dans les 3 ans, avec, dans cette première phase d'investissement, une attention particulière sur les investissements productifs. Et vraiment, les investissements, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des subventions à la production ou aux intrants, mais c'est la recherche et développement, c'est l'irrigation, de manière à ce que l'ensemble des bénéfices puissent atteindre un grand nombre de producteurs d'ici la fin de la période, mais aussi qu'on ait cet effet boule de neige en matière de génération de revenus. À la fin de la période, en revanche, on devra avoir une accélération, en particulier des dépenses sociales, pour être sûr que nous sommes aussi inclusifs que possible, que l'on n'oublie pas certaines populations qui n'auront pas encore soit bénéficié directement de ces programmes, soit, comme les ménages urbains, n'en bénéficient que très indirectement et devront bénéficier d'une attention particulière. Une dernière remarque, aussi bien sur ce quoi que sur ce quand, ce n'est pas parce qu'une intervention ne reçoit pas beaucoup de financement qu'elle n'est pas importante. Au contraire, elle peut être très efficace, et quand elle est très efficace, on n'a pas forcément besoin d'allouer beaucoup de ressources. À l'inverse, il y a d'autres interventions qui peuvent être marginalement moins efficaces, mais qui sont quand même nécessaires pour sortir de la fin de la pauvreté ces centaines de millions de personnes à travers le monde. Écran suivant, s'il vous plaît. Alors maintenant, le où. Et pour le où, voici une carte. Cette carte combine à la fois les besoins, alors non seulement les besoins pour combattre la faim, mais pour aussi avoir cette croissance de revenus et le faire d'une manière durable, aux capacités de financement de ces différents pays. Et comme vous le voyez, les besoins vont être très importants en Afrique, parce que aussi il y aura tout un lot d'investissements pour accomplir l'agenda 2030 en matière de santé, en matière d'éducation, avec une population jeune et qui va donc avoir aussi de besoins rapides, et il n'y aura pas assez de ressources pour tout faire en 10 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment une question, vous voyez, d'optimiser quand est-ce qu'on dépense, où on dépense, que fait-on avec cet argent. L'écran suivant, s'il vous plaît. Alors, donc pour résumer, si nous arrivons à mobiliser 14 milliards par an, on peut vraiment changer la dynamique du monde et atteindre un objectif que l'humanité n'a jamais atteint, c'est de s'assurer qu'à part des personnes dans la précarité temporaire, l'essentiel de la population humaine ne s'endorme pas avec le ventre creux. Nous voyons donc que pour cette somme-là, couplée encore une fois avec des investissements publics domestiques et puis une dynamique d'investissement privé qui aura lieu, parce que si vous rendez l'agriculture plus productive et plus profitable, les investissements privés aussi suivront, que ce soit au niveau des fermes ou au niveau de la transformation. Mais aussi, si un petit paysan a plus d'argent, la première chose qu'il fera, c'est souvent investir dans sa ferme. Donc, il ne faut pas penser qu'aux gros investissements étrangers, il faut aussi penser que chacun investit. Alors, si vous pouvez cliquer sur l'écran, donc la faim va être réduite, la pauvreté parmi les petits agriculteurs aussi, et nous allons le faire sans augmenter l'intensité, enfin pas l'intensité, mais en l'occurrence augmenter la quantité de carbone que l'on va émettre. Et donc, vous avez vraiment sur cet écran le résumé, un peu les 3 dents de notre fourchette de CRS. Hein. On va réduire la faim dans le monde, on va réduire la pauvreté et en particulier dans ce qu'on fait, c'est permettre d'atteindre ce doublement de la productivité économique des petits producteurs. Donc, certains ne sont pas pauvres, mais seront dans une meilleure situation, et certains seront pauvres et ne le seront plus, sans accroître le carbone. Alors, je conclurai en disant 2 choses. J'ai dit, on va, ce n'est pas nous, hein, en tout cas, ce n'est pas vraiment moi, on contribue au débat, mais l'idée, c'est de mobiliser les ressources financières pour que les gens qui se battent au jour le jour face à ces difficultés aient les moyens de mener ce combat. Et comme Karine nous l'a signalé ce matin, malheureusement, trop d'exclus n'ont pas accès au capital humain, social, financier qui leur permet de faire ce combat.
et on veut leur permettre, mais sans pour autant attaquer le capital naturel. Et c'est ça la soutenabilité, et c'est pour ça qu'on essaie de le prendre en compte. Merci. Thank you, David, Jaron, and Eugénie. Wonderful presentations, a little look into some of our findings. We've had quite a lot of comments and questions coming both through the chat box and the Q&A box as the speeches went. So I encourage people to read through those. Some of those have been answered by our experts. I want to raise a few. So, Jaron, I'm going to start with you. There was a question from Matilda about whether the studies included indigenous plants or just agricultural plants. And if there were any other questions that you saw that you wanted to answer, please feel free. Great. So I think, thanks, Matilda, for your question. So I think one of the more straightforward ways to answer that question is, number one, when looking within the studies, you may in fact see indigenous plants were included in some of the studies. However, the primary focus on the targets that we were looking to achieve were pathways to increase small-scale producers' incomes. So whether or not the evidence base actually includes research studies that would account for the use of indigenous plants to be able to do that, I think is better answered by looking into the studies themselves. And I can recommend at least one of the studies that we did highlight, that climate resilient crops, may be one of the studies to look into in depth. Thank you for your question. Thanks, Jaron. I also see that Chris Surridge from Nature Plants is here, as is one of our advisory board members, Lindiwe. So if you guys do want to mention something, I might just let a few questions go, but I would, if you would like to speak, I'd like to give you the floor. We had a question from Fiona about, did we do interviews with farmers and communities in country? I'm going to briefly just respond to that. No, we didn't. This was not a primary research project. We did not go out into the field. This was a synthesis of the evidence base that exists. So we looked at published materials and we synthesized that evidence base. Eugénie, there was a question from Haladou Salha about youth employment. I'm not sure if you've answered it, but he asks, what do we need and how can we attract youth into agriculture? Yeah, I think I answered, but I can repeat my answer. He was speaking about Nigeria, where youth is willing to work in agriculture, but they need to work with technology. And I said he actually really nailed the issue, because many of the issues with youth, people saying that youth are not really, do not want to engage in agriculture any longer, is that they see agriculture as a back-breaking livelihood, using rudimentary methods to farm and all that. But agriculture is not just about production. So we can improve the production side with new technology, but we can also think along the agricultural value chains about jobs in processing, development of new products from, byproducts from agriculture that people can find their way into. You can produce biofuels, you can produce dried crops and things like that that you can sell in the market. If you package it well and do your marketing right, you can develop new ways, because if you think about the urbanization in Africa, a lot of people don't have time to do some of the processing of crops that they used to do, by hand, manual ways in the past. They need more of the almost ready made foods that they can use quickly to cook their meals in the evening. So you can do a lot of processing of food crops and other agricultural products that can help tap into this kind of market. So I think it's really thinking along value chain and also developing new products and finding new ways to integrate the agricultural value chain, not just the production side. Thank you. Thank you for the question. David, two questions. One from Anne on why the focus on low and middle income countries, and another one from Nicole about why are some countries on the map gray, like Central Asia? OK. Pardon, en français.
Tout d'abord, pourquoi on s'intéresse à ces pays-là? Alors, l'origine du projet CERES 2030, c'est vraiment d'essayer de fournir une information aux donneurs internationaux, avant toute chose. Parce qu'on a parlé beaucoup d'optimisation, mais aussi il y a un travail finalement de coordination. Je vous l'ai dit, coordonner les interventions, coordonner les pays. Et si on peut aider les donateurs internationaux à être plus coordonnés dans leurs actions, il y a un vrai bénéfice dans la manière dont on utilise l'argent public. Et coordonner une dizaine ou une quinzaine de donateurs internationaux, c'est un peu plus simple que 150 pays, en tout cas dans les quelques années qu'on a eues pour travailler avec. Donc voilà, le projet en lui-même s'intéressait vraiment à fournir une aide aux donateurs. Et pour ce qui nous intéresse, la question de faim chronique, hein, alors je ne parle pas des différentes formes de malnutrition qui sont extrêmement très importantes, mais qui sont aussi beaucoup plus complexes, c'est-à-dire que dans certains cas, ce n'est pas simplement avec plus d'argent qu'on réglera certaines formes de malnutrition. Au contraire, des fois, quand on donne plus d'argent aux gens, leur comportement de consommation ne peut pas forcément aller dans la meilleure direction. Et donc, en fonction des interventions qu'on regardait, en fonction aussi des évidences et de la littérature que Jaron, que les autres auteurs regardaient, on a pris ce parti pris d'accord, les objectifs de développement durable sont des objectifs globaux, tous les pays doivent les atteindre, mais notre population d'intérêt et les interventions d'intérêt étaient centrées sur les pays pauvres et à revenus faibles. En sachant aussi que, par exemple, le coût de doubler le revenu des petits producteurs en Europe sera très important, est un objectif social et politique important, mais l'Europe la financera essentiellement elle-même. Elle a déjà ses projets, on l'a vu, d'économie verte. Donc voilà, donc l'origine du projet, le besoin de coordination, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème dans d'autres pays et qu'il ne faudra pas justement investir pour avoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des besoins des populations au niveau aussi bien nutritionnel que social. Maintenant, sur ma carte avec les pays, alors ici, c'est l'argent qu'il faut mobiliser en plus de ce qui est prévu d'être dépensé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un pays sur la carte est en gris qu'il n'y a plus d'actions à faire. Dans tout ce que j'ai dit, les efforts actuels d'aide internationale et les politiques des pays continuent. Et avec ce régime de croisière et la croissance économique, la plupart donc, des pays en gris devraient arriver à atteindre les objectifs que l'on a fixés. Ou avec une aide minimale, hein, certains pays reçoivent toujours une aide à hauteur de 5-10%, mais aussi certains pays font des prêts, par exemple, de long terme, ou bénéficient d'un soutien de la Banque mondiale, du FIDA, qui n'est pas une aide, qui n'est pas un don. Hein. Et donc, le rôle de la communauté extérieure est important au-delà de ça. Donc, cette carte, c'est vraiment soit vraiment des prêts de très longue durée et qui ne seront pas remboursés 2030, soit vraiment des dotations. Et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc, un pays en gris, c'est un pays qui va arriver à atteindre ses objectifs avec tout ce qui a des alliés. Les pays qui sont colorés sont des pays qui ont besoin de faire des efforts additionnels. Et plus vous avez un pays en rouge, plus il aura besoin de la communauté internationale pour arriver à cela, avec, vous le voyez, une forte représentation de l'Afrique, mais avec une gradation, je dirais, au sein de l'Afrique. Peut-être simplement 2 remarques. Des pays comme la Libye ou la Syrie sont en blanc parce qu'ils sont exclus de l'analyse. Je ne sais pas si vous le voyez sur le bas de votre écran ou des fois, peut-être que Zoom vous dissimule le bas de certains de nos écrans, mais par exemple, c'est précisé. Voilà, comment il faut interpréter cela. Merci, David. We are at time. I would like to go on a few more minutes, as I mentioned. I would like to give the floor to Chris Surridge from Nature Plants, who has been our publisher and supporter in this project all along. Chris. Hi there, Karen. Can you hear me all? Yes. Great. Good. What did I just want to say? I just wanted to say what a pleasure it's been working with this team of researchers.
and watching them pull these studies together. It's a slightly unusual thing for an editor such as myself to be involved in. I tend to see the end product, whereas this time I got to at least observe research taking place before my eyes, which was great. I think one of the other things that it's really important to say is that we see this certainly one of my major interests in this whole project is seeing a problem that has been looked at in so many ways being attacked by a new methodology, a new process. It's one of the things that, as a science editor, we see quite a lot. You know, there are new techniques coming along, new methods coming along all the time in experimental science, and those often produce new insights into a problem. And this, I think, is a group of people that do that. In some ways, it's great to see many of the results coming out of them being things that we thought we knew already, which is very useful in it. It's showing you that the process and the technique is accurate and is producing useful result, and that just goes on to strengthen the results that are more surprising and that hadn't been seen before. That gives you confidence in those. And I think one of the beauties of this is we have eight pieces of work using the same methodology, attacking different problems, and the synergies between those are strong. You know, the whole is certainly in this case stronger than the sum of its parts. And it's been a pleasure handling these papers. It's a great effort, and I'm very much hoping that these will be held up as as real gold standard examples of how this sort of research, this sort of literature synthesis should be done. This is best. They are the best used that they really can be. That's all. Congratulations. Thank you so much, Chris. And it's been a real honor to partner with you in this project. There are a lot more questions coming up in the chat. I think we're going to have to close for now. We have captured your questions, the questions about the role of agribusiness, the questions about the fact that there was inadequate evidence about gender. Did this not diminish the quality of our recommendations? And what about publication bias? Did we consider it? So we will take your questions and try and address them and either get in touch with you directly. I've seen some chat saying, could you come and present to our organizations? Yes, please get in touch with us if you'd like to have a more in-depth discussion about our findings or about a particular topic in our findings. There's a lot of material there. There's a lot of different topics. I welcome you all to take some time, a few days, to digest everything that's been put out today, and to please be in touch with us if you want any more information or any more help in understanding these findings and how they can help us move towards achieving our Agenda 2030. Thank you to the panelists. Thank you all for being here. And I look forward to further virtual discussions with you in the coming days and weeks. Happy World Food Day for the 16th of October. And thank you.